Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Billy Robinson. Je ne suis pas Dominique Tardif, qui est malheureusement absent pour d'autres raisons. Alors, il me fait vraiment plaisir d'animer cette rencontre, ce grand entretien avec Jean-Philippe Barry-Guerrard. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Philippe. On en parlait rapidement. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On se croise dans différents événements. Et c'est la première fois, je pense qu'on a vraiment l'occasion d'échanger. Oui, c'est ça, parce que je me souvenais pas si tu m'avais déjà interviewé à Verdun ou si tu étais juste allé faire une séance de dédicace. Je pense que j'étais juste allé. C'était juste une dédicace. Bon. C'était déjà beaucoup, là, une dédicace avec Jean-Philippe. Il y avait eu beaucoup de monde. Mais oui, effectivement, c'est la première fois qu'on a vraiment le temps d'échanger sur ton œuvre. Et c'est le fun de le faire ici au Salon dans le cadre de ces grandes rencontres avec les auteurs de chez nous. Alors, pour les gens qui te connaissent moins, tu as d'abord eu une formation en tant que comédien au Cégep Saint-Hyacinthe. Et ensuite, rapidement, tu as fait paraître des pièces de théâtre, 4-5, je me souviens plus du chiffre. J'avoue que je parle compte, j'en ai des pas publiés, mais là, je pense que je suis rendu plus à 6-7 que 4-5. Là. Bon. Si je fais un inventaire rapide, là, bon, c'est pas si intéressant que ça, mais première, baiserie, tranche-cul, battement par minute, ménagerie, on est à 4. La singularité proche, 5. Vous êtes animal, 6. Plus, il y a eu des formes courtes, là, 4 contre crade, tout ça, les contes urbains. Et il y a aussi, bien sûr, des adaptations de tes romans, parce que ça aussi, tu en as quelques-uns. Donc, Sport et divertissement, Royal, Manuel de la vie sauvage, Haute démolition. Et certains de ces romans-là sont devenus des pièces aussi, dont Royal, qui vient toujours, il n'y a pas très longtemps. Là, en fait, Royal, c'est en cours. Royal, je suis en répétition en ce moment. Là. Ça va être présenté en avril 2024 à Duceppe, même place où j'ai présenté Manuel de la vie sauvage. C'était en 2021, Manuel de la vie sauvage, qui était à Duceppe aussi. Ouais. Donc, des romans qui sont devenus des pièces de théâtre parce que les thèmes qu'ils abordent, la façon aussi que toi, tu aimes aborder les œuvres. D'ailleurs, c'est quoi la différence majeure, selon toi, entre l'écriture romanesque versus l'écriture théâtre? C'est vraiment plus le fun d'écrire du théâtre parce que il y a moins de périodes d'écriture entre mes versions, ce qui fait que j'arrive beaucoup plus rapidement à avoir un retour sur ce que je fais. Puis le théâtre, même quand tu es auteur, le théâtre, ça reste surtout une affaire de collaboration. Fait que l'écriture théâtrale, c'est une écriture qui est incomplète. Donc, j'ai besoin des comédiens, j'ai besoin des concepteurs, j'ai besoin de la mise en scène pour que cette affaire-là prenne forme. Puis moi, de plus en plus dans ma pratique au théâtre, je m'enligne beaucoup plus vers une écriture de plateau, c'est-à-dire que oui, j'arrive avec une première version, mais rapidement, on a des lectures, le texte évolue constamment en répétition. C'est très... je suis vraiment pas dans le respect de la virgule près. C'est vraiment quelque chose qui est évolutif, ce qui fait qu'on est constamment... Tu sais, moi, je suis une personne relativement grégaire, puis je n'ai pas la personnalité pour écrire des romans, malheureusement, c'est ça que je fais, fait que je deal avec. Mais ouais, alors que, ben, tu sais, la différence, par contre, ce qui est génial quand tu écris un roman, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de financement, il n'y a pas d'enjeu de production, il n'y a pas d'enjeu de calendrier de prod. Il faut juste que mon éditeur ait de la place dans son calendrier dans l'année d'édition. Puis de manière générale, ben, il est assez souple avec ça, avec moi. Tandis que, tu sais, le théâtre, c'est compliqué, là. Placer un show, que tout le monde soit disponible, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait de la place dans le calendrier de prod, c'est tough. Mais quand tu écris un roman, t'es le king. Tu fais ce que tu veux. Tu as complète liberté. C'est à la fois génial et à la fois terrible parce que quand tu n'as pas d'idée, quand tu es bloqué, quand tu te plantes, ben, tu es le seul artisan de ton malheur. Mais quand tu as le goût de faire quelque chose où tu te comprends bien et que ton projet est très clair pour toi, c'est vraiment le fun parce que c'est un champ complètement libre. Il y a mon ami Mathieu Enfield, qui est auteur aussi, qui me disait écrire des romans, c'est pareil comme écrire du théâtre, sauf que tu as le contrôle sur les costumes, la mise en scène, l'éclairage, la musique, les décors, le jeu des comédiens, tout. Fait que c'est un peu ça. Quand je veux être control freak, j'écris des romans. Et comment tu choisis justement tes projets? Est-ce que c'est selon les thèmes qui font que, ou c'est pendant l'écriture, ça devient spontanément un roman plus qu'une pièce de théâtre, ou si c'est dès le départ que tu le sais? Pas mal dès le début, je dirais, ça se présente à moi. C'est beaucoup relié à...
je pense, le rapport que je veux que le public ait avec l'œuvre. Je trouve que dans les dernières années, particulièrement pour moi, le théâtre, ça a été un bon médium pour avoir un rapport de forum, je dirais, avec ce que j'écris. C'est-à-dire avoir des pièces sur des enjeux sociaux qui font discuter. Aussi, peut-être des œuvres où je veux provoquer un petit peu plus, aller chercher une réaction du public. C'est le fun parce qu'au théâtre, on l'a, cette réaction-là, immédiatement. Et aussi, je dirais que le théâtre, là où je veux être un petit peu plus... où je veux un peu plus jouer avec le deuxième degré, peut-être être un peu plus abrasif, le théâtre me le permet parce que je peux aussi contrôler le degré d'ironie, chose qui est plus difficile, je trouve, dans un roman. Le deuxième degré ne passe pas nécessairement. Des gens peuvent prendre quelque chose qui est, pour moi, extrêmement satirique au premier degré, alors que quand on a un contrôle sur la mise en scène, les comédiens qui l'interprètent, ça se contrôle un peu plus. Donc, je trouve que le théâtre, donc, comme je disais, c'est un bon espace forum, un bon espace de réflexion pour les idées. Puis, ce que le roman permet, c'est voir grand, ne pas être limité dans les moyens. Je peux mettre un dragon dans mon roman si je le veux. Il n'y aura pas d'enjeu de budget. Ça me permet aussi de ratisser beaucoup plus large, d'avoir des projets qui sont peut-être un peu plus ambitieux, puis d'aller chercher une profondeur dans la psychologie que le théâtre ne permet pas. Tu auras beau avoir le meilleur acteur du monde, il y a une finesse dans la pensée qui ne se traduit pas sur scène. Puis c'est là que le roman, je trouve, a le grand avantage. Donc, tu y vois des avantages dans les deux cas, autant que d'inconvénients, mais surtout des avantages. Oui. Et là, c'est comme ça que ton projet arrive à terme. Avant de passer au sujet de de ta nouvelle pièce, ton nouveau livre, je me demandais comment tu choisissais justement les thèmes? Est-ce que c'est à la suite d'événements? Parce que bon, on va le voir avec ton nouveau projet. On voit qu'on est vraiment dans l'événement. Comment tu les choisis, ces thèmes-là, en fait? Ça se présente. Moi, j'écris d'abord avec l'histoire est secondaire. L'histoire arrive après les thèmes. Je pars d'un enjeu, d'un thème que je vais aborder. Généralement, j'ai rarement le sentiment de choisir ces affaires-là. C'est comme des obsessions personnelles qui se présentent à moi, puis moi, je suis pratiquement juste à l'épicerie, puis je mets les choses que je vois devant moi dans mon panier, tu sais. Mais définitivement, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, c'est mes principaux, je dirais, moteurs d'inspiration. C'est beaucoup... Je sais que je vais écrire sur quelque chose quand je finis à avoir des genres de pensées obsessionnelles sur un sujet ou un autre. Quand ça finit par m'obséder, à un moment donné, je suis comme « Ah, OK, je pense que ça fait trop longtemps que ça me gosse, ce sujet-là. » Mais ouais, c'est ça. La réponse plate, c'est « Je le sais pas, ça m'arrive, mais je me stimule beaucoup en me gavant. » Tu sais, je veux dire, je pense à peu près autant de temps à lire et à consommer des médias d'actualité que je le fais à lire de la fiction. Puis c'est génial, parce que comprendre l'actualité politique, comprendre l'économie, c'est des choses qui peuvent être des grands moteurs d'inspiration pour la fiction. Ouais, est-ce que tu es quelqu'un qui écrit rapidement, qui s'enferme, qui est un peu... qui va être boulimique, qui va écrire énormément rapidement, ou tu vas être justement, comme tu veux parler de sujets d'actualité, j'imagine que tu veux quand même pas prendre des années avant de... En fait, ça me dérange pas de prendre un pas de recul parce que même quand je traite de sujets d'actualité, l'important pour moi, c'est jamais de parler de ce qui était des nouvelles il y a 2 semaines. Tu sais, comme si on parle de Vous êtes animal, par exemple, ma dernière pièce qui a été présentée en 2023, j'ai commencé à l'écrire en 2015. Et le déclic qui a mené à l'écriture de la pièce et pas dans la pièce elle-même. Moi, je le sais. Vous le savez pas. Je vais vous le dire tantôt. Mais par contre, tu sais, ça se transforme. Mais tu sais, pour dire que moi, j'ai pas vraiment d'hygiène de vie pour mon écriture. Ça dépend vraiment des projets que j'ai. Ce que je peux dire, c'est que quand j'écris des romans, j'ai besoin de régularité, j'ai besoin de plate, j'ai besoin de me lever à tous les matins, d'aller promener mon chien, peut-être devant mon ordi à 9 h parce que j'y arriverai pas. Le monde qui sont comme, ouais, je vais aller rusher puis sortir mon livre en 1 mois et demi dans un chalet. Je l'ai essayé, puis c'était beaucoup moi qui joue dans le bois avec mon chien parce que je suis dans le bois, puis je suis bien, puis je suis relax, tu sais. Mais c'est vraiment le bureau. Pour moi, c'est vraiment plate. C'est pour ça que je dis que j'haïs ça, écrire des romans, parce que c'est long. Puis c'est longtemps, plate dans un bureau. J'ai un très beau bureau, très confortable, mais ça gosse. Niveau théâtre, je dirais que je suis un peu moins un bon élève parce que j'ai mes deadlines très, très, très
Tu sais, mon éditeur, quand j'écris un roman, si je dis à mon éditeur, mon manuscrit va arriver 2 semaines plus tard, il va être légèrement incommodé, mais mettons, c'est pas la fin du monde. Je dis 2 semaines, c'est déjà arrivé 2 mois. Mais tu sais, si j'ai une lecture de planifier avec ma pièce, puis que je suis supposé arriver avec une nouvelle version, puis tu sais, actuellement, Royal, je suis en train de travailler l'adaptation, là, je crois que je suis à la version 19. Puis le show est en avril, il y en aura d'autres. La version de la production de Vous êtes animal, je pense que c'était la 26e version. Donc, j'ai des lectures régulièrement, je dois travailler sur des nouvelles versions. Donc, c'est un deadline que je ne peux pas repousser, mais quand j'y arrive, généralement, je vais me pogner le cul jusqu'à 2 jours avant, puis je vais chier la nouvelle version, puis il va y avoir des fautes, puis je vais les corriger dans la salle de répète. Fait que, ouais, ça va disons, je peux être un extrêmement bon élève comme une personne extrêmement bordélique selon les projets. Puis il y a vraiment, sincèrement, des fois malheureusement, c'est vrai que des fois, il y a des éclairs de génie qui arrivent parce que tu es sous pression. Puis que tu y arrives pareil comme ton maudit travail de littérature que tu as fini à 9h moins quart alors que tu es dû à 9h pendant que tu étais au cégep. Alors, Vous êtes animal, tu abordes vraiment, je dirais, encore une fois, parce que tu es bon là-dedans, de ramener un thème et de le brasser un peu d'une façon différente. Alors, ça raconte en fait l'histoire de Charles Darwin, excusez-moi, qui est un chargé de cours à l'Université de Montréal et qui publie un livre qui va bouleverser les médias, l'agent politique et tout, qui s'appelle « Sur l'origine des espèces », qui est en fait un essai audacieux. On comprend que c'est pas le Charles Darwin, mais un Charles Darwin au Québec. Mais ce qui va arriver, c'est que les médias vont s'emparer, et les médias, mais là, je parle aussi du public en général, vont s'emparer de cet essai-là, qui est quand même révolutionnaire, qui bouleverse... Dans le cadre de la pièce, on le présente comme révolutionnaire. On imagine un monde... Salut, Olivier. Applaudissez-le. C'est le directeur général du Salon du livre de Montréal. C'est ça le titre? C'est-tu directeur général? Merci, Olivier. Serviteur général du Salon du livre de Montréal. Oui, donc, oui, continue. Excuse-moi. Il y avait une question. J'ai perdu le fil. On disait on dit qu'il est révolutionnaire. Oui, exactement. C'est qu'en fait, dans l'univers de la pièce, ce que je présume, c'est que Darwin n'a jamais existé, n'a pas, en 1859, publié Sur l'origine des espèces qu'on connaît. Donc, depuis tout ce temps, on apprend à l'école une version légèrement semblable à ce que Jean-Baptiste de Lamarck présentait à l'époque, c'est-à-dire l'évolution par utilisation. Là. Fait que l'exemple qu'on a vu en biologie secondaire 3, la girafe qui étire son cou pour manger les feuilles les plus hautes dans les arbres. Donc, on imagine que, finalement, ce livre-là est juste arrivé quasiment 150 ans plus tard par un Charles Darwin né à Longueuil en 1985. Et fait un peu surprenant, en lisant les notes sur justement le fameux livre, le classique-là, c'est paru le 24 novembre. Donc, on est à une journée, à 164 années plus tard, on en parle encore. Alors, ça m'a fait un peu penser à ça. C'est comment tu vois ça, justement, l'attrait qu'on peut avoir pour ces livres-là qui ont marqué des générations et des générations de lecteurs, de littéraires, de professeurs, d'enseignants, et que là, aujourd'hui, des fois, on les remet en question, on revise un peu leur position et tout ça. Ma première question, est-ce que tu penses que c'est bien? Je pense que la réponse est dans le livre, mais en même temps, est-ce que toi, tu as l'impression que c'est important de faire ça? Et ma deuxième question est, est-ce que tu crois qu'il y a des livres aujourd'hui qu'on publie que dans 100 ans, on va peut-être les J'espère, oui. Mon Dieu. J'espère qu'il y a des livres qui sont publiés aujourd'hui qui vont être encore pertinents dans 100 ans, parce que sinon, c'est dommage. Ou ils seront... La meilleure affaire qui pourrait arriver, c'est qu'ils sont plus pertinents parce qu'il y a d'autres affaires vraiment pertinentes qui sont arrivées après. Mais moi, je trouve ça super bien et super important de revisiter des œuvres importantes du passé, de voir aussi comment ces choses-là évoluent. Dans le temps, comment ces pensées-là sont maintenant peut-être plus pertinentes, erronées. Je veux dire, la science se base sur la mauvaise science qui a été faite avant. Quand je dis mauvaise science, plutôt sur les gens qui se sont trompés. Quand on publie un nouveau papier scientifique, c'est sûr qu'il faut avant, dans le papier, citer des exemples de mauvaise compréhension, par exemple, du sujet qu'on aborde. Donc oui, ce qu'on écrit aujourd'hui est nécessairement construit sur l'échafaudage de ce qui a été écrit avant. Moi, ce qui guidait l'écriture de Vous êtes animal, en fait, c'était
c'était pas tant un regard tourné vers le passé autant que tourné vers le présent, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, on est aussi réceptif aux nouvelles idées qu'on prétend l'être? Est-ce qu'une idée géniale comme la théorie de l'évolution telle que présentée par Charles Darwin, est-ce que si ça nous arrivait d'en face aujourd'hui puis qu'on le découvrait, est-ce qu'on serait capable de l'identifier? Est-ce qu'on est assez intelligent pour mettre le doigt sur une bonne idée quand on en voit une? Bon, ma réponse dans le livre, c'est non. Puis c'est tout le processus par lequel j'arrive à cette conclusion-là, c'est il y a beaucoup de prismes par lesquels l'information nous arrive. Ces prismes-là sont très étroits et on est enfermé dans des silos informationnels, dans des bulles idéologiques desquelles c'est très difficile de sortir, même quand on ne s'est pas volontairement enfermé là-dedans. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je vous disais tantôt que j'ai commencé à l'écrire en 2015. C'était un moment où c'était très nouveau, l'idée de chambre d'écho. On commençait à peine à réfléchir à l'effet que les réseaux sociaux avaient sur notre façon d'accéder à l'information, notre façon de partager nos opinions, notre façon d'entrer en relation avec les autres et particulièrement des gens avec qui on n'est pas aligné politiquement. Puis, ce qui est fou, c'est que ces fossés-là se sont creusés de plus en plus. Puis aussi, la désinformation, disons, la rapidité de transmission des informations s'est accélérée. Puis ça a donné finalement ce livre-là qui était un petit peu beaucoup satirique, en fait, au début, qui est finalement pas si loin de la réalité que ça. Oui. Ah, puis souvent, c'est ce qui fait la force de tes livres, de tes romans. On l'a vu dans d'autres œuvres que tu as fait. Ce livre-là, en fait, les gens, dans tes personnages, en fait, autant là, les politiciens que des gens des médias, ils s'approprient justement ces informations que cet auteur-là met dans le livre et il détourne souvent les sens et souvent à leur avantage, souvent au désavantage de d'autres personnes, un peu pour brouiller les cartes. Donc, tu parles aussi de fausses, de fake news, on peut dire. C'est un sujet que tu voulais traiter, là, j'imagine. Oui, absolument. Puis ce qui est fou, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé à écrire la pièce, donc comme je le disais, 2015, la première lecture publique de la pièce a eu lieu en 2016 au Festival du Jamais lu. Puis entre le moment où j'ai commencé à l'écrire, puis la production de la pièce, le sujet est comme devenu une pieuvre. Tu sais, je veux dire, juste avec par exemple, la COVID, la circulation de fausses informations pendant la pandémie, c'est incroyable à quel point c'est devenu un peu trop proche de la réalité, finalement. Les ingérences étrangères dans les élections canadiennes, américaines, tout ça, qui ont, entre autres, passé par les réseaux sociaux. Donc oui, la question des fausses nouvelles était là. Puis moi, j'aimais... Ma grande crainte quand j'ai écrit la pièce, c'est que je voulais pas avoir l'air d'écrire une pièce qui était campée à un endroit ou un autre sur l'axe gauche-droite. Je voulais pouvoir mettre le nez de tout le monde dans leur propre caca. Pour moi, c'était important que quelqu'un que personne ait le monopole disons, de la bonne posture. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, bon, il y a des commentateurs de droite dans la pièce qui récupèrent le livre à leur propre avantage. Il y a des commentateurs de gauche aussi qui récupèrent le livre à leur avantage. Puis je vais montrer que finalement, notre façon d'appréhender l'information, les idées nouvelles est tellement personnelle et tellement étroite parfois qu'on ne voit pas ces angles morts-là. Chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que après la pièce, quand les gens venaient m'en parler, souvent les gens avaient tendance à trouver très, très, très drôle ou à être très, très, très choqués par différentes scènes. Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent parfois des tendances. Donc, il y a du monde qui trouvait ça bien, bien drôle, la petite woke de la fée Koum qui avait mal compris le livre puis qui le critiquait sans l'avoir lu, puis qui était en mode on va cancel Charles Darwin à l'Université de Montréal, tandis qu'il y a du monde qui trouvait ça bien, bien drôle de voir Jeff Fillion qui récupère ça tout croche pour en faire un segment radio. Donc, finalement, pour moi, puis c'était vraiment important. Je veux pas, après ça, moi-même, j'ai mes propres biais politiques, mais c'était pas je voulais pas faire une dénonciation d'un groupe en particulier, mais plutôt dire à tout le monde, hey, ça nous guette. On est nuls. On est vraiment nuls pour appréhender des nouvelles idées, pour être critique face à l'information. Puis ça a donné ça. Ça fonctionne très, très bien. Puis une autre chose qui fonctionne bien, c'est que tu as travailler ton texte en faux documentaire théâtral. Alors, il y a beaucoup de sous-couches là-dedans. Comment tu as abordé ces codes-là, justement? Là? C'est intéressant parce que la première version de la pièce, qui s'appelait même pas « Vous êtes animal », qui s'appelait à l'époque « Sur la destination des espèces », là, tout est trop long, on l'a changé. C'était une fiction théâtrale traditionnelle. On voyait Charles Darwin chez lui avec sa blonde. On le voyait avec son éditeur. On le voyait, bon...
Ça marchait, on avait des bons dialogues, c'était le fun. Puis là, je cherchais la bonne façon de raconter l'histoire, puis c'est une pièce sur le mensonge, c'est une pièce sur notre rapport à la vérité, sur l'esprit critique ou l'absence de... Puis, entre le moment où j'ai commencé à écrire la pièce et la production, il y a eu une pièce qui a été présentée que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Jamidro, qui était un très gros hit de la compagnie Porte-Parole, d'ailleurs, qui en ce moment présente un show sur Polytechnique au TNM, à 2 coins de rue d'ici, qui est très bon aussi. Et donc, avec Jamidro, la forme du théâtre documentaire, qui était quand même une forme qui était travaillée depuis un certain temps au théâtre, particulièrement par la compagnie Porte-Parole au Québec. Moi, quand j'étais à l'école de théâtre, j'avais vu Sexy Béton, qui est un show sur la chute du viaduc de la Concorde. Mais bref, c'était marginal. À l'époque, c'était marginal, le théâtre documentaire. C'était super bizarre. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, c'était genre en 2008, puis j'étais comme « Wow, c'est bizarre ». Sauf qu'avec Jamidro, ça a rendu ça super mainstream. Puis une affaire que j'ai remarqué quand j'étais allé donner une conférence dans une école de théâtre il y a quelques années, c'est que la moitié, voire même le 3/4 des étudiants de la classe avaient tous un projet de théâtre documentaire en branle. Puis ça, je comprenais pas. Pour moi, c'était super nouveau. Personne avait le goût de faire de théâtre documentaire quand j'étais à l'école de théâtre. C'était super champ gauche. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de mûr dans cette forme-là, assez mûr pour qu'on puisse la satiriser, pour qu'on puisse la détourner. Il y a au cinéma une longue tradition de détourner le documentaire pour en faire de la fiction. Je veux dire, Orson Welles l'a fait, là, ça date de F is for Fake, c'est dans les années 60. Spinal Tap, Waiting for Guffman, il y en a eu, même au Québec, il y en a eu aussi beaucoup. Il y a eu le festival du documentaire à Rouyn-Noranda. La moitié gauche du frigo, ça réutilisait ça. Il y en a eu beaucoup. Puis je me suis dit, OK, ça, c'est une affaire que j'ai pas vue au théâtre. Puis ça peut être vraiment intéressant parce que ça nous permet de faire un petit mindfuck avec le public, de dérouter et aussi de créer une plus grande proximité. Et là, c'est une pièce qui parle de vérité, je vous le disais, qui parle de notre esprit critique, de notre capacité à exercer notre esprit critique devant des nouvelles idées. Bien, qu'est-ce qui se passe si j'arrive sur scène et que je prétends dire la vérité? Fait que j'entre sur scène, je dis bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Barré-Guérard. Je suis venu vous présenter une pièce sur, vous la connaissez, vous l'avez entendu parler, la controverse autour de Charles Darwin qui a publié son livre dans les dernières années. Puis là, déjà, à partir de ce moment-là, je sentais que je créais du conflit dans la salle parce que les gens étaient comme « Ah oui, je connais ». J'utilisais mon statut comme personnalité publique. Je suis dans les médias, je travaille à la radio, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui venait dans la salle, il y avait déjà une idée de qui j'étais. Donc, j'utilisais ce passif-là, si on veut, pour enfiroiper le public. Et ça faisait que, ben là, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir après le spectacle puis ils me disaient « Ah, yeah, c'est fou. Fait que là, tu as eu du financement, tu es allé à Londres, tu es allé dans les Caraïbes sur une station de recherche, tu es allé à L.A. C'est fou, raide. » Puis, ben non. Fait que c'est intéressant parce que finalement, j'entre sur scène et je mens au public pour leur parler de l'histoire d'un gars qui a menti au public pour dire la vérité ou qui a dit la vérité pour mentir au public. C'est comme une poupée russe de mensonges. Parce que oui, mentionnons aussi que notre Charles Darwin qui est pris dans une tempête médiatique dans l'histoire, son salut, sans révéler de punch, va passer par le mensonge finalement. T'sais. Fait que ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Au niveau du sens, pour moi, c'était pertinent. Ça me permettait de me rapprocher de ce que je voulais dire. Mais aussi, c'était vraiment le fun. Parce que quand on se met à satiriser une forme connue du public, bien là, on joue la question qu'on se pose comme créateur. Je me suis beaucoup posé parce que disons que les retours du metteur en scène du spectacle, Patrice Dubois, étaient très importants dans l'évolution du texte. C'était de se poser des questions de c'est quoi les codes dans le théâtre documentaire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les clichés? Et là, prendre ces clichés-là pour les transformer, les utiliser, puis que ça fasse de la matière dramatique intéressante. Fait que moi qui lutte, moi qui cherche, moi qui pose des questions, qui rencontre des gens, je me tourne vers le public, je présente le personnage qu'on va voir juste 2 scènes. Les acteurs autour de moi, ils vont jouer chacun 5, 6, 7 personnages. Il y a quelqu'un qui va jouer un prof d'université, qui va jouer Sophie Durocher, qui va jouer un YouTuber, qui va jouer Jimmy Kimmel. On accepte, c'est ça l'esthétique. Pareil, encore une fois, comme Mathieu Gosselin dans Jamidro, qui joue François Legault, Annabelle Soutard, Pierre-Marc Johnson. Oui. D'ailleurs, ça va être intéressant quand la pièce va être montée ailleurs. La personne qui va se présenter en tant que Jean-Philippe Barré-Guérard, ça va être intéressant quand même. Bien, ça, tu vois, j'ai mis des notes. Pour moi, c'est très important. De plus en plus, tu sais, moi, j'ai un rapport avec le théâtre. Puisque j'écris des romans, justement, ça me permet de tracer une ligne puis de travailler ça très différemment. Mais pour moi, au théâtre,
la fidélité au texte, c'est pas une chose importante. Je veux que les gens soient fidèles à l'idée du texte. Si quelque chose est pas cohérent pour le public devant lequel on joue la pièce, c'est important pour moi d'ajuster ces choses-là. Fait que moi, idéalement, si c'était joué ailleurs, si c'était joué, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a un de mes textes qui avait été joué déjà à Londres, ça serait de trouver un auteur qui accepterait de prétendre que c'est sa pièce pour qu'il monte sur scène. Puis je pense qu'on ne prendrait pas on aura Marie-Louise Arsenault dans la pièce. Bien, je pense pas qu'on prendrait Marie-Louise Arsenault. Je pense qu'on prendrait une animatrice d'émission littéraire à BBC Radio 1, puis on verrait ce que ça donne. Je serais un peu dans cette idée-là. Fait que pour moi, je l'ai même mis dans les notes de début de pièce. Pour moi, c'est important que ce soit meuble, ce texte-là. D'ailleurs, ça fait 10-15 minutes qu'on parle d'un livre et c'est pas vrai, ce livre-là n'existe pas. C'est pas vrai. Est-ce que cette façon-là, justement, de créer un faux documentaire au théâtre comme ça, est-ce que ça a été plus facile pour toi d'aborder des sujets sensibles ou si c'est simplement plus intéressant du côté créatif, justement? Je ne sais pas si ça a été plus facile. C'est juste que, un moment donné, c'est devenu une évidence. Quand j'ai pensé à ça, j'ai fait « Ah, c'est la meilleure façon de raconter l'histoire. » Cela dit, puisqu'on joue sur des références et qu'on est en train de satiriser quelque chose qui existe déjà, le rire vient plus facilement. Parce que les gens ont... Il y a quelque chose qui vient avec un clin d'œil là-dedans. C'est une forme qu'on connaît, c'est une forme dont on s'amuse. Fait qu'il y a quelque chose de plus festif, je dirais, dans la pièce, mais... Comme je parlais tantôt de deuxième degré au théâtre, là, ça, c'est un bon exemple. C'est que moi, je me prends vraiment au sérieux et je me crois. Puis quand je parle au public, puis je leur dis que là, je suis confus, puis je comprends pas ce qui se passe, puis que j'ai l'impression que tout le monde me ment, puis que je fais des pieds et des mains pour me rendre dans les Caraïbes pour rencontrer l'ex-conjointe de Charles Darwin. Moi, je le joue avec un investissement aussi réel que si j'étais en train de jouer, je le sais pas, Albertine en 5 temps, mais... Le public, lui, doit faire disons, le travail de comprendre que c'est une joke, puis tout ça n'est pas pris au sérieux. Fait que, ouais, non, je dirais que c'était beaucoup pour servir le propos du show, mais ça a aussi permis d'alléger, parce que, tu vois, dans la version originale, la pièce qui n'avait pas cet aspect faux documentaire-là, on avait des grosses scènes de théâtre américain intenses où là, tu as Charles Darwin qui se fait crisser là par sa femme parce qu'elle n'est plus capable. Charles Darwin et sa blonde qui apprennent que leur fille est décédée. C'est le fun. On voit des acteurs avoir des belles émotions sur scène, mais il y a moins de soupapes. Là, on passe effectivement, on parle de... J'ai sacré mon mari là parce que j'étais plus capable, parce qu'on se faisait harceler dans la rue. Puis ensuite, on coupe à une TikTokeuse qui fait une danse en disant que Charles Darwin est problématique puis homophobe. C'est ça. Ça donne ce feeling-là. Et ça donne aussi que tu parlais que tu avais laissé des notes pour des mises en scène éventuelles et tout ça. Et bon, les gens qui ont eu la chance de voir la pièce l'ont vu aussi. C'est que tu as ajouté des façons peut-être plus moderne là, de parler justement avec des extraits vidéo de TikTok et tout ça. Est-ce que c'est en toi une façon différente d'écrire, justement, d'inclure ce genre de choses-là, déjà un peu différent du média que juste de l'écriture? Oui, bien, en fait, c'est quand je parlais tantôt d'écriture de plateau, c'est de plus en plus, puis aussi, je pense que puisque j'écris des romans, ma pratique d'écriture au théâtre devient de plus en plus scénique. Fait que je suis beaucoup plus en train de penser à créer des images sur scène, de l'action sur scène, qu'à écrire une histoire. Fait que ça me fait beaucoup réfléchir au procédé. Évidemment, une affaire qui a beaucoup aidé, c'est que rapidement, dans le processus d'écriture de la pièce, je savais qu'elle allait avoir une production et je savais aussi quels seraient les moyens de production. Je savais qu'il y aurait une conception vidéo qui prendrait beaucoup de place. Fait que nécessairement, moi, ça me donne plus de contexte sur comment ça va être produit et c'est comme si j'avais plus de couleurs aussi dans devant moi pour faire ma belle toile. T'sais. Fait que si je sais que j'ai ces outils-là à ma disposition, je vais les utiliser, mais nécessairement, ça me force, moi, à penser différemment. Puis, je me suis pas rendu jusque-là dans l'écriture, mais il y a eu des jeux aussi dans la mise en scène de comment est-ce que ça cohabite une image projetée sur scène en vidéo versus un corps. Donc, on a, pendant la pièce, parfois, le tout petit personnage qui est devant une immense face. On est en train de regarder une entrevue d'archives, par exemple. On a un moment où on a une scène assez traumatisante pour Darwin où il se fait accuser
d'avoir inféré que le décès de sa fille était une bonne chose pour l'humanité parce que sa fille n'était pas adaptée à la vie, parce qu'elle était porteuse d'une maladie génétique. Puis on a le tout petit corps de sa blonde qui regarde ça puis qui se rend compte qu'elle a complètement perdu le contrôle du message. Fait que tous ces jeux-là font partie du plaisir de l'écriture scénique. Donc, d'être en répétition, de voir les acteurs lire parfois une version très embryonnaire d'un texte ou d'une scène, puis que ce soit pas bon. Puis que moi, je leur dise, oui, je sais, mais juste que vous ayez l'idée, ça va être bon, laissez-moi le faire, ça va être bon. Fait que ça demande beaucoup d'humilité parce que tu te mets vraiment tout nu quand tu fais ça, parce que tu arrives en répétition avec des choses qui sont peut-être pas parfaites, et il faut que tu sois vraiment sûr de ton idée puis que tu sois capable de la défendre. Mais tu sais, ça, je suis habitué parce que je sais c'est quoi une salle de répétition. Je le vis comme comédien aussi, c'est la même affaire. Tu arrives en répète, puis le metteur en scène est comme « Ouais, ça marche pas à la scène. » T'es comme « Oui, mais donne-moi 2 répètes, ça va être bon. » T'sais. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça me met, moi, dans un rôle de collaboration. T'sais, je suis pratiquement plus un concepteur de texte au même titre qu'une conceptrice d'éclairage. Laetitia Maui faisait des éclairages là-dessus. Elle, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un, comment est-ce que je peux faire avancer ce projet-là plus loin que de la lumière? Moi, c'est comment je peux le faire avancer plus loin avec des mots. Fait que c'est un travail que j'aime beaucoup, mais c'est pas pour tout le monde. J'en parlais récemment avec Fanny Britt, puis je disais, c'est le fun. Moi, j'aime ça, travailler avec le théâtre pape. On est tout le temps en train de chercher, puis tout le monde met son grain de sel, puis les comédiens s'en mêlent. Puis elle me disait, c'est un cauchemar. Je ne peux pas faire ça. Je ne dormirais pas, j'angoisserais trop. T'sais. Moi, au contraire, j'haïs ça, travailler trop longtemps sur un texte sans savoir si je suis dans la bonne direction. T'sais, j'ai besoin de me faire ramener rapidement, savoir si ça rebondit. Je suis une guidoune à public aussi. Fait que, si on a une lecture, puis je sais que mon gag a landé, je suis content. Je vais tirer un peu plus sur le fil. Est-ce que tu penses que justement ta formation de comédien, puis tu as quand même travaillé avec Manuel de la vie sauvage, c'était comme ta première expérience. C'est un peu tout ça que tu as voulu transposer, j'imagine, dans tes prochaines œuvres maintenant. C'est quelque chose que tu veux tout le temps faire ou... Tu veux dire de faire de l'écriture de plateau? Oui. Oui, maintenant, comme auteur, ça ne m'intéresse pas de faire un texte fixe qui est une affaire qu'on prend et qu'on monte. Je pense que ça ne me tente pas parce que je suis pas sûr que ça va être bon. Il y a des auteurs qui le font vraiment mieux que moi, ça, je trouve. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime ça avancer en gang quand je fais du théâtre. Puis, cette pièce-là, c'est vraiment cet exemple-là. C'est que tout le monde y met du sien. Puis j'ai vraiment plus l'impression d'être dans un projet de gang, tu sais. Puis c'est qu'aussi, moi, quand je vois les comédiens travailler, quand je vois les concepteurs arriver avec des idées, des mood boards et tout ça, d'inspiration visuelle, c'est que déjà, moi aussi, ça m'ouvre des nouvelles portes, tu sais. Fait que, puis tu sais, même, je l'ai fait un peu, j'ai écrit un peu pour la télévision, tu sais, j'ai adapté mes romans aussi pour la télé. La télé le permet moins parce que, tu sais, la production en télé, c'est beaucoup plus rigide puis c'est tough. Mais moi, sur le plateau, je suis là, puis je regarde les comédiens travailler, puis s'il y a une réplique je pense, on pourrait la repuncher, ça pourrait se dire mieux de même, on devrait changer ça, tu sais. Je suis tout le temps là-dedans. Tu sais, je suis pas la personne qui est comme respecter la virgule. L'idée, c'est le plus important. Puis si tu as trouvé une meilleure façon de le dire, puis de faire avancer l'histoire, je te suis. Et justement, cette idée-là de te mettre en scène toi-même, vraiment de casser le 4e mur, là, est-ce que c'est... Ma foi, je pense que c'est nouveau aussi dans ton œuvre? Ou pour moi, oui, absolument. Puis je suis pas... C'est drôle parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est très... J'ai pas l'air de ça, mais artistiquement, je suis relativement pudique, tu sais. J'ai écrit de la fiction qui était vraiment de la fiction. Il y a pas de... Tu sais, tu peux pas vraiment facilement trouver des détails biographiques sur moi dans ce que j'écris parce qu'il n'y a pas de personnage qui me ressemble. J'ai jamais voulu faire de l'autofiction. J'ai jamais présenté mes livres comme de l'autofiction. Je suis très caché derrière le voile de la fiction. Puis, donc, c'est pas quelque chose que je veux faire nécessairement. C'est pas quelque chose que je veux faire spontanément. Mais ce qui est drôle, c'est que je le fais. C'est encore le même manège que je fais. C'est juste que là, je vous fais croire que je mets de moi dans cette pièce-là. Parce que oui, le gars s'appelle Jean-Philippe Barré-Guérard. Il travaille à Radio-Canada. Il est auteur. Il a une certaine carrière d'auteur. Fait qu'on peut penser que c'est moi, mais c'est uniquement au service de berner le public. L'idée du faux documentaire. Justement, parlant de toi, à quel moment tu as réalisé que tu voulais être écrivain, que tu voulais écrire des romans, des pièces? Y a-t-il un moment où ça t'est arrivé ou c'est naturellement... Quand même, c'est arrivé quand même tôt parce que tu vois, quand j'étais au secondaire, mais moi, je voulais vraiment écrire du théâtre. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis je me rappelle, j'étais
au secondaire et j'allais sur le site du Centre des auteurs dramatiques, puis j'étais comme, OK, comment est-ce qu'on fait pour soumettre une pièce, puis tout ça, puis je regardais le programme d'écriture dramatique à l'École nationale, puis là, l'âge minimum, c'était 21 ans, puis là, j'avais comme 14-15 ans, puis je trouvais ça vieux. Fait que, je l'ai dit, je voulais aussi être comédien, puis j'avais déjà comme commencé à travailler un peu comme comédien à 15-16 ans, fait que non, je suis rentré en théâtre à Saint-Hyacinthe, mais donc, dès cette époque-là, je savais que je voulais écrire du théâtre, j'en écrivais déjà, j'ai commencé à travailler sur ma première pièce, que j'ai fini par monter finalement quand j'avais genre 21 ans. J'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais 15 ans. C'était nul. La première version de ça était nulle, à chier à terre. Mais j'ai fini par la monter, éventuellement. Fait que bref, ça, c'était l'écriture théâtrale pour moi, c'était présent. Puis j'avais une prof aussi en secondaire 4 qui avait vraiment insisté pour que je m'inscrive à un concours d'écriture de nouvelles. Puis j'avais comme gagné un prix relatif à ça. Fait que c'était quand même cool. Là-dessus, je pense qu'elle avait vu quelque chose en moi qui avait rapport. Après ça, les romans, ça, c'est une drôle d'affaire. Moi, j'ai jamais voulu écrire de romans parce que pour moi, c'était de la magie noire. C'était pas une forme que je comprenais. J'en lisais beaucoup, mais je comprenais pas ça. Pour moi, c'était à peu près comme faire de la danse contemporaine. Parce que j'ai pas de formation là-dedans. Tu sais, j'ai décortiqué. À l'école de théâtre, t'en lis en maudit des pièces, t'en lis, t'en décortiques, t'en analyses de plein de façons différentes. Tu apprends comment les approcher comme comédien, mais tu sais, on a aussi des cours d'histoire du théâtre, tout ça. Fait que je me sentais vraiment... Moi, écrire du théâtre, je comprenais ça. Je savais c'était comment. Je comprenais la mécanique. Écrire un roman, ça me disait absolument rien. Puis là, je parlais tantôt de Matthew Enfield, mon ami, qui est auteur aussi, qui, lui, avait la même formation que moi, qui était formé comme comédien, puis il s'était mis à écrire des romans après l'école de théâtre. Puis je suis comme, c'est intéressant, ça se peut faire ça, même si t'es pas quelqu'un qui a un background en littérature, tu sais. Puis ce qui est arrivé, c'est que donc, ma première pièce, qui était nulle à la V1, mais qui finalement était correcte quand j'étais rendu à 21 ans, que j'ai présenté en 2010, qui s'appelait Baiserie. Donc, il y a un gars qui s'appelle Maxime Raymond qui vient voir la pièce, qui est un ami d'un des gars dans la pièce. Puis il vient me voir après, puis il est comme « Hey, je suis éditeur, si jamais ça te tente d'écrire un roman, j'aimerais vraiment ça te publier. » Puis j'ai dit « Hey, ça arrivera pas parce que j'écrirai pas de roman. Mais si jamais tu voulais publier du théâtre, par contre, j'aimerais vraiment ça. Parce que moi, je me cherche un éditeur pour le théâtre. Puis comme on publie pas de théâtre. Fait que, genre 12 ans plus tard, j'ai quelques pièces publiées aux éditions de ta mère. Puis j'ai écrit des romans. Fait que, comme quoi, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis finalement, bon, là, moi, il m'a dit qu'il voulait me publier comme romancier. Puis je suis comme, ça arrivera pas, OK. Puis là, je pense pas vraiment, mais tu sais, cette porte-là reste ouverte dans ma tête. Puis à un moment donné, on est en 2013, puis j'ai une idée dans ma tête d'une histoire sur une jeune comédienne, enfant actrice qui est rendue adulte. Puis là, on dirait qu'il n'y a rien de ça qui marche au théâtre parce que c'est pas une action dramatique intéressante à regarder sur scène, parce que c'est quelque chose de très introspectif. Puis je suis comme, je pense qu'il faudrait que ce soit un roman, cette affaire-là. Fait que je vais chez Maxime, qui entre-temps est devenu mon ami, puis je suis debout dans son salon, puis j'ai fait le pitch, puis il est comme, ça a l'air super bon, mais moi, je publie pas un pitch, il va falloir que tu l'écrives. Fait que je suis comme, fuck. Fait que je suis allé écrire le roman, puis je l'ai envoyé, puis il a trouvé ça correct, puis il l'a publié. C'est comme ça que je suis devenu romancier, finalement. Mais je pense que c'était bon, quand même, cela dit, la vraie réponse là-dedans, c'est que je pense que ça prend du monde qui t'ouvre une porte, puis qui dit, hey, as-tu pensé à cette avenue-là? Moi, je suis devenu romancier parce que quelqu'un m'a demandé si ça me tentait de le devenir. T'sais. Puis effectivement, un moment donné aussi, j'ai fini par peut-être aussi poser un œil différent, plus analytique sur ce que je disais, puis à me poser des questions sur « Hey, pourquoi j'embarque autant dans ce roman-là? Pourquoi cette affaire-là m'a accroché? » Puis moi, après ça, essayer de répliquer ça dans ma propre écriture. Et rapidement, est arrivé Royal, prix des collégiens. Ça aussi, ça doit être une expérience assez extraordinaire d'être lu par une telle quantité de jeunes qui ont certainement pas la même vision que toi. Tu as dû avoir des discussions extraordinaires avec ces jeunes-là. Oui, vraiment, vraiment choquante aussi, parce que Royal, c'est Royal, c'est vraiment une expérience cool parce que c'est un roman qui parle de la réalité d'un public quand même relativement jeune. Là, on parle de jeunes qui sont en première année d'université. Donc, pour un public collégial, c'est génial. C'est du monde qui sont dans des situations très semblables. Ça raconte, Royal, la course au stage chez les étudiants en droit, donc des gens qui sont en train de se battre pour des centaines d'étudiants qui se battent pour quelques dizaines de postes de stage prestigieux dans des grands cabinets d'avocats à Montréal. Puis, c'est une réalité quelqu'un, mettons, qui est en sciences nature au cégep puis qui veut rentrer en médecine puis qui se bat pour avoir une bonne cotère, ça lui parle. Quelqu'un qui est en psychologie, qui veut rentrer au doctorat en psychologie, ça lui parle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, par exemple. Fait que, bref, je pense que c'était vraiment à la fois super enrichissant, mais mauditement choquant de voir
des jeunes de 18-19 ans me dire qu'ils ont peut-être un peu trop relate avec le roman, mais c'est cool. C'était cool aussi pour moi qui était plus de cet âge-là, de savoir que j'avais pu les rejoindre, parler de leur réalité, servir de miroir à leur réalité. J'étais vraiment content. Puis, tu sais, tous les prix de public comme ça, c'est un prix qui est choisi par du monde qui ont lu le livre puis qui ont tripé. Ils n'ont pas d'intérêt autre que de dire « c'était nice ». Il n'y a pas de politique derrière le livre. Ils ont juste dit « c'était bon, c'est à lui qu'on veut donner le prix ». Puis moi, j'étais un peu scié en deux, là, tu sais, je niaisais pas. J'étais contre Stéphane Larue, j'étais sûr que c'était Stéphane Larue qui gagnerait. Le plongeur, public jeune, c'est un livre quand même vraiment qui parle à tout le monde, mais je pense que tu lis ça à 19 ans, c'est rock, c'est le fun, tu sais. Fait que moi, je comprenais pas que ce soit pas Stéphane Larue qui gagne, mais j'ai gagné, j'étais full content. Et est-ce que maintenant, tu as une expression ou une forme littéraire que tu aimerais explorer? Un genre littéraire que tu aimerais explorer maintenant? Genre, non. Je pense que une chose que j'ai apprise, par contre, tu sais, moi, j'ai été un auteur très pressé, puis avec ce projet-là que j'ai commencé à écrire en 2015 puis qui a été présenté juste en 2023, il y a plein de facteurs qui ont contribué à ça, entre autres la pandémie, évidemment, qui a retardé la production et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été pressé que mes affaires, je les écrive et qu'elles soient produites rapidement ou qu'elles soient publiées rapidement parce que je suis dans l'urgence, parce que si j'ai le gaz pour écrire quelque chose, ça m'habite beaucoup puis je veux que ça rejoigne le public vide. Mais j'aimerais ça de plus en plus peut-être prendre un peu plus mon temps pour peut-être avoir des projets un peu plus compliqués, qui demandent plus de recherche, plus de réflexion, qui me permettent peut-être d'avoir un pas de recul aussi. Je veux pas trop ralentir mon rythme de production parce que j'aime ça, sortir des livres, j'aime ça, la rencontre que ça provoque. Mais définitivement, l'expérience que j'ai apprise de ce livre-là, c'est que des fois, c'est bon de laisser la plante pousser par elle-même plutôt que de tirer dessus. Ça donne des résultats vraiment intéressants. Fait que c'est là que j'en suis, je te dirais, dans mon écriture. Mais en même temps, ça peut changer. Hein? Et dernière question avant de te laisser. J'aime toujours savoir un peu, c'est l'ancien libraire qui est encore en moi. Quelle lecture qui t'a marqué dernièrement, spontanément? Dernièrement, cet automne, là, pour moi, le livre ultra hypé qui mérite tout le hype, c'est La version qui n'intéresse personne. C'était cœurant, cette affaire-là. J'ai tellement trouvé ça bon. J'ai trouvé ça... Ah, quelqu'un l'a dans ses mains-là? Tu vois, écœurant livre. Tu sais, mettons, j'ai lu ça en un week-end. C'était tellement saisissant pour moi. Oui. Puis le nouveau Jean-Christophe Réel aussi, c'était super bon. Mais c'est sorti au printemps? C'est sorti quand? C'est cet automne? C'est sorti cet automne. Donc, La blague du siècle. Jean-Christophe Réel, qui est toujours super bon. Jeune homme à découvrir, un talent extraordinaire d'écriture aussi. Ouais, puis, mon Dieu, le dernier Perrine Leblanc. Le dernier Perrine Leblanc, Jean du Nord. Mais ça, c'était l'an dernier. Jean du Nord. On peut en parler quand même. Oui, qui parle du conflit en Irlande du Nord. Vraiment un excellent livre aussi. Perrine Leblanc fait des maudites bonnes affaires. Tu vois, ça en est une qui prend son temps. Ça fait des romans très recherchés et vraiment intéressants. Fait que, ouais. Alors, Jean-Philippe, merci. C'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir été là. Il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup, oui, d'avoir été là. Tu es en dédicace dans quelques minutes? Oui, je pense que c'est à 8 heures que je suis en dédicace. Puis j'aimerais personnellement m'excuser à l'interprète LSQ parce que je sais que je parle vraiment bien. Moi aussi, je la voyais aller. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents et bonne soirée, bon salon.